Bonjour à tous. Je vous remercie donc d'être venus à notre présentation. Docteur Fabien Schinazi, qui est à mes côtés, et moi-même, donc Géraldine Sokoja, qui représente donc la société Réseau GC, Groupe GC, qui avons mis en point donc un procédé pour le traitement au cœur de l'hôpital des déchets d'activités de soins à risque infectieux. Donc en première partie, Dr Schinazi va prendre parole pour pouvoir introduire la thématique du DASRI et surtout sur toute la partie évolution réglementaire, puisqu'il y avait un certain nombre de points qui étaient un petit peu flous, qui bloquaient certains établissements à passer le pas pour le traitement in situ dans les hôpitaux. Et au niveau réglementaire, donc il y a eu tout un travail de fait pour remettre à niveau la réglementation et motiver les établissements à s'équiper plus facilement. Je vous laisse la parole, docteur. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je remercie le réseau GC de me donner la parole pour vous faire un point d'actualité sur les DASRI et en particulier le pré-traitement des DASRI par désinfection. En fait, en France, le pré-traitement par désinfection et les appareils de pré-traitement existent depuis les années 90, puisque une circulaire de juillet 91 commençait à parler d'homologation de ces appareils de pré-traitement par désinfection des DASRI. En fait, les choses ont beaucoup évolué depuis, puisque dans les années 90, un comité d'experts placé auprès de la Direction générale de la santé avait pour mission de valider les appareils qui étaient ensuite mis sur le marché. Ce comité d'experts existe toujours et j'en fais partie depuis son origine pour permettre donc la validation et l'homologation de ces différents appareils de pré-traitement. Mais je voulais surtout vous parler de ce qui s'est passé ces derniers mois, puisque la Direction générale de la santé a de mieux en mieux encadré le pré-traitement par désinfection. Alors la première chose qui a été faite, c'est une norme. En effet, auparavant, avec le comité d'experts, il existait un document technique de ce comité, mais il y a quelques années, une norme, AFNOR, a été mise en place pour préciser les essais à effectuer pour valider ces appareils. Alors je rappelle que ces essais ils portent sur trois types de tests. Le premier concerne la granulométrie. En effet, la grande majorité de ces appareils font du broyage des déchets, des DASRI, pour modifier leur apparence. Et c'est un point très important de notre réglementation. On ne demande pas qu'une simple désinfection des DASRI, mais on demande également qu'ils soient modifiés dans leur apparence. Et la plupart du temps, les appareils utilisent un broyeur, comme le fait d'ailleurs Sterilwave par une autre technique. Et donc le premier test, c'est la granulométrie, s'assurer qu'on ne reconnaisse plus le DASRI dans sa granulométrie, dans ces fines particules de déchets. Le deuxième type d'essais sont des essais de désinfection. Et la particularité de la France par rapport à ces essais de désinfection, c'est qu'on encadre très précisément la vérification de cette désinfection. On fait trois types de tests. Le premier concerne des spores, donc c'est des porte-germes avec des spores de bacillus pour s'assurer de l'efficacité de la désinfection. Le deuxième test porte sur des déchets proprement dits, sur des DASRI, pour s'assurer également de l'abattement des germes présents dans les DASRI. Et la particularité aussi de ces tests de désinfection, c'est de faire un test de reviviscence, c'est-à-dire de laisser le déchet au repos après le traitement pendant 28 jours et de vérifier que le déchet au bout de 28 jours n'est pas contaminé et qu'il n'y a pas de reviviscence des germes qui étaient présents dans le DASRI, ce qui nous permet de nous assurer de l'innocuité de ce DASRI, de ce déchet pré-traité, de ce déchet issu du pré-traitement, puisqu'on s'assure qu'il n'y a pas de risque de recontamination du DASRI, du déchet, après ce pré-traitement. Et enfin, un troisième type de test que donne la norme, c'est des tests de contamination aérienne. Il est important de s'assurer, lorsque l'appareil fonctionne, qu'il n'y a pas des aérosols microbiens qui sont émis par l'appareil pour protéger le personnel qui travaille et l'environnement.
Donc cette norme a été révisée tout récemment, puisque sa publication est de février 2016, tout récemment, et cette norme a été donc révisée, et dans cette norme, on a défini le rapport d'essai à mettre en place pour qu'on puisse, sur des tableaux de résultats, s'assurer donc de l'efficacité et de l'innocuité de ces appareils de pré-traitement par désinfection. L'arrêté qui était prévu depuis le décret de 1999 est également en cours de publication, et cet arrêté, donc il y a un décret sur les DASRI, mais surtout un arrêté sur les appareils de pré-traitement qui va encadrer la validation de ces appareils. Les choses vont un peu changer, c'est-à-dire ce n'est plus un comité d'experts placé auprès de la Direction générale de la santé qui va homologuer ces appareils, mais ça va être maintenant le laboratoire national d'essai, le LNE, qui, avec un référentiel, qui doit être d'ailleurs discuté le 12 juillet prochain, un référentiel qui permet donc de donner une attestation de conformité par rapport à la norme aux nouveaux appareils et ainsi également aux anciens, puisque dans les 5 ans qui viennent, les appareils qui avaient été homologués selon des tests précédents devront repasser donc la nouvelle norme de février 2016 et avoir une attestation de conformité par rapport à cette norme. Enfin, en point d'actualité, et qui me paraît également très important, c'est l'avis tout récent du mois d'avril du Haut Conseil de la santé publique, qui a été interrogé par la Direction générale de la santé sur les appareils de pré-traitement par désinfection. Alors, la première chose qui a été dite dans cet avis, c'est l'exclusion des DASRI qui ne peuvent pas passer dans ces appareils. En fait, c'est une catégorie de déchets qui ne peuvent pas non plus être incinérés, notamment des substances chimiques à caractère explosif ou autres, ou des sels d'argent, mais qui ne peuvent pas non plus passer dans l'incinération classique. Et la particularité, c'est que comme ces appareils de pré-traitement n'ont pas été testés sur des bactéries pathogènes comme des virus, des fièvres hémorragiques et autres, eh bien, on ne recommande pas que ces types de déchets, ou notamment les prions également, les agents transmissibles non conventionnels, ne soient pas mis dans ces appareils de pré-traitement, puisqu'il n'y a pas eu de validation particulière de ces germes par rapport aux appareils de pré-traitement. Donc ça, c'est l'exclusion des DASRI qui a été proposée dans cet avis, mais surtout dans cet avis, le Haut Conseil de santé publique a comparé en fait l'incinération directe des DASRI, où on incinère directement et donc le tri est toujours plus ou moins bien fait. On recommande fortement dans cet avis de replacer le tri des déchets d'activité de soins au sein d'un établissement pour bien séparer les différentes catégories de déchets d'activité de soins et en particulier sur les médicaments non utilisés. On préconise d'utiliser un nouveau guide qui vient de paraître sur les déchets issus des médicaments et donc de mettre en place un tri efficace au sein des établissements. Également, cet avis du Haut Conseil de santé publique recommande une valorisation, soit en énergie, soit en matière, de ces déchets issus du pré-traitement, en considérant qu'un déchet qui sort du pré-traitement est toujours un déchet valorisable, à la fois en énergie ou en matière, et que on devrait incinérer dans les déchets d'ordures ménagères uniquement des déchets ultimes sortant de ces appareils de pré-traitement par désinfection. Et donc l'objectif, c'est dans le cadre du développement durable, de valoriser fortement ces déchets issus du pré-traitement qui, je vous le rappelle, sont encadrés par une réglementation, par une norme qui vérifie l'efficacité et l'innocuité de ces déchets issus du pré-traitement. Et donc cet avis se termine par demander de faire un plan de communication à la sortie de l'arrêté pour inciter les établissements de santé à bien prendre compte des DASRI, de promouvoir ces appareils de pré-traitement, la valorisation de ces déchets, considérant que dans un cadre de développement durable, on devrait encore mieux utiliser ces déchets issus du pré-traitement. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le pré-traitement des DASRI,
que ce soit par la norme toute récente, que ce soit par le futur arrêté, par l'avis du Haut Conseil de santé publique, par le guide sur les déchets issus de médicaments et les déchets liquides. Il y a depuis quelques mois donc une avancée sur ces appareils de pré-traitement et ces avancées vont permettre aux industriels de proposer des solutions innovantes pour les établissements de santé vis-à-vis de ces DASRI et proposer donc, comme on va vous le présenter dans un instant avec le réseau GC, des propositions innovantes pour le futur de ces DASRI pré-traités et qui sont issus de ce pré-traitement. Docteur Schinazi, je vous remercie pour cette présentation et effectivement, on avait vraiment besoin, nous, en tant que prestataires et industriels, à ce que la réglementation puisse sécuriser, simplifier les choses pour permettre donc le bon développement des outils de pré-traitement au niveau des hôpitaux. Donc, en deux mots, Réseau GC, comment est arrivé chez nous donc le pré-traitement in situ? Groupe GC, donc on existe depuis 24 ans, on collecte les déchets de soins sur toute la France. Notre métier, c'est de mettre des camions sur la route. Et en fait, depuis une dizaine d'années, tous les hôpitaux nous demandent des économies, réduire le budget, on n'a pas de budget, les déchets, c'est trop d'argent. Donc inévitablement, on s'est orienté à chercher de nouvelles solutions pour apporter un maximum d'économies aux établissements. Et c'est ainsi qu'est né chez nous le projet donc de pouvoir apporter aux hôpitaux donc une solution de traiter in situ leurs déchets d'activités de soins à risque infectieux en supprimant de la route donc les camions qui transportent les déchets de soins jusqu'au centre de traitement. Au niveau donc réglementaire, Dr Schinazi vous en a parlé. Le schéma habituel qu'on retrouve dans les documents institutionnels de l'ADEME et de la DGS, quand tout établissement produit différents types de déchets, vous avez donc la catégorie des DAOM qui sont les déchets assimilés aux ordures ménagères. Vous avez donc la catégorie des DDR, tout ce qui est déchets spécifiques et dangereux qu'on peut retrouver. Et enfin la catégorie des DASRI. La loi impose toujours, on trie, on conditionne le déchet. On va entreposer, stocker et ensuite donc on va éliminer, quel que soit le type du déchet. Sur le déchet d'activité de soins à risque infectieux, il y a un certain nombre d'éléments réglementaires et de contraintes qui font qu'on est obligé d'utiliser des conditionnements spécifiques, comme celui-ci par exemple pour les aiguilles. Pour entreposer également, il y a un certain nombre de délais réglementaires à respecter et également au niveau du transport, nous sommes soumis à la réglementation ADR de façon donc à respecter donc la réglementation sur le transport des matières dangereuses de façon à pouvoir respecter et sécuriser un maximum cette filière puisqu'on parle de déchets à risque infectieux. Donc à l'issue, donc il y a deux filières, soit la banalisation dont je vais vous parler maintenant, soit l'incinération. Et il existe quand même depuis déjà une dizaine d'années dans les guides institutionnels la possibilité directement de l'entreposage à traiter directement dans l'hôpital le déchet à risque infectieux. Alors il y a très peu d'hôpitaux en métropole et en France qui sont passés sur cette solution-là parce que le lobbying un petit peu des incinérateurs, parce que on s'est tous fait, beaucoup d'établissements sont fait une image de la banalisation avec un certain nombre de contraintes de tri, de difficultés à utiliser une machine parce que les machines sont compliquées, les problèmes de maintenance, etc., qui fait que au niveau du contexte actuel, au niveau de l'état de l'art, il y a très peu de machines installées au niveau des hôpitaux actuellement. Seuls les hôpitaux de Limoges, les hospices civils de Lyon et d'autres hôpitaux dont je ne vais pas citer, mais très peu se sont équipés d'outils pour traiter in situ leurs déchets d'activité de soins. Donc fort de ce constat, et comme on est prestataire de services à la base dans la collecte des déchets de soins, on s'est tourné donc au niveau d'industriels pour mettre au point donc un concept, une machine qui permettrait de répondre à une solution à cette problématique sur une solution donc la plus simple possible de manière à ce que l'hôpital soit autonome dans ce choix de traiter in situ leurs déchets d'activité à risque infectieux. Donc au niveau du prérequis, c'est le tri. Pour pouvoir banaliser, effectivement, il faut trier. Mais qu'on fasse de la banalisation ou qu'on incinère ces déchets à risque infectieux, on doit inévitablement trier le déchet à risque infectieux.
Donc au niveau des dasseries, quand on regarde les ratios sur un établissement standard, vous allez avoir 97%, voire plus, selon l'activité de l'hôpital, 97% de son tonnage qui peut être banalisé, qui peut partir donc dans cet outil qui va permettre donc à l'issue d'un broyage et d'un système de désinfection de transformer le déchet d'activité de soins en déchet assimilable aux ordures ménagères. 3% des déchets, on estime à 3%, donc c'est variable selon les spécificités de l'hôpital, mais ça dépasse jamais ce ratio de 3%. 3% des déchets sont à incinération obligatoire. Ces 3%, c'est deux catégories. C'est les déchets souillés par les cytotoxiques, donc on va les retrouver facilement au niveau du service oncologique, au niveau des traitements de cancérologie. Donc c'est quelque chose qu'on peut facilement identifier au niveau de la production du déchet, au niveau du tri. Et enfin, nous allons avoir tout ce qui est déchets sur lequel il y a une suspicion d'ATNC. Donc la TNC, c'est les agents transmissibles non conventionnels. On parle de la maladie Creutzfeldt-Jakob, on parle de toutes ces typologies de maladies où dès l'instant où il y a une suspicion, effectivement, ça doit partir en incinération. Et il y a une autre typologie de déchets qui doivent partir pour l'instant actuellement en incinération, qui peuvent être banalisés, mais simplement le système de banalisation fonctionne donc par un système de broyage et de désinfection. Et effectivement, le broyage n'apprécie pas trop, les broyeurs en tout cas n'apprécient pas trop les pièces métalliques. Dès l'instant où on met une grosse pièce métallique dans une cuve avec un broyeur, le résultat est pas fameux. Donc c'est vrai qu'on insiste là-dessus au niveau du tri. Quand on veut banaliser, il faut effectivement sortir du flux de déchets les grosses pièces métalliques. On ne parle pas de la petite instrumentation, ciseaux, aiguilles, tout ça part en banalisation. C'est les grosses pièces métalliques comme une pince de célioscopie par exemple qui doit être donc traitée. Et au jour d'aujourd'hui, on va vous proposer des solutions de valorisation. Tous ces métaux sont valorisables. C'est complètement stupide au jour d'aujourd'hui avec le Grenelle de l'environnement, avec la COP 21, de prendre ces pièces métalliques et de les mettre en incinération. Au jour d'aujourd'hui, il y a des solutions pour valoriser toutes les pièces métalliques, même si elles ont été en contact à un moment donné avec un liquide biologique et qu'on les juge à risque infectieux. On peut les désinfecter dans les établissements et on peut ensuite derrière leur faire suivre une filière de valorisation, ce qui permet donc de générer une économie à plusieurs niveaux. Une économie au niveau de l'emballage, puisqu'il est plus nécessaire d'acheter des emballages réservés aux dasseries, au niveau du tonnage, puisqu'on va réduire son tonnage, et environnementalement parlant, puisqu'on aura valorisé donc la pièce métallique. Donc pourquoi traiter in situ ? Pour réduire et maîtriser les coûts. Donc il y a le programme phare, j'imagine que vous connaissez donc ce programme qui existe déjà depuis plusieurs années. En 2014, il y a eu une vague armène qui a identifié le résultat suivant avec SterilWave. Si tous les hôpitaux en France s'équipaient donc d'un outil tel que SterilWave en traitement in situ, on pourrait générer une économie au niveau national de 46 millions d'euros. Ça représente quand même une grosse économie. Dans chaque établissement, on va de 30 à 40, voire 50% d'économie avec un outil comme SterilWave au sein de l'hôpital. Tout simplement pourquoi ? Parce on supprime les camions de la route, c'est ce qui coûte le plus cher. Transporter du déchet de soins avec des normes ADR, ça représente un coût qui est pas du tout négligeable. Et enfin, la réduction au niveau du tonnage, au niveau de la typologie de déchets. Vous avez du dasserie que vous transformez en déchets assimilables aux ordures ménagères. Et inévitablement, l'élimination d'une DAOM coûte bien moins cher que l'élimination donc du dasserie. Au niveau de la réduction de l'impact environnemental, bien entendu, quand on supprime les camions de la route, inévitablement, ça supprime beaucoup de polluants. Donc quand on intervient sur un hôpital jusqu'à 6 fois par semaine, des fois même plus, parce que certains gros établissements, on intervient 2 fois par jour sur l'établissement en collecte, vous imaginez l'impact que ça peut générer au niveau des gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment important de pouvoir bien le souligner. Et enfin, au niveau donc de la filière dasserie, mieux on trie et moins on paiera. C'est-à-dire qu'au niveau dasserie, on se rend compte dans tous les audits qu'on réalise dans les hôpitaux qu'il y a encore beaucoup de choix qui sont faits dans l'établissement où le niveau de tri, on met encore beaucoup de choses dans le dasserie alors qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient aller dans les DAOM. On met encore beaucoup de pièces métalliques en dasserie alors que ces fameuses pièces métalliques, on pourrait les valoriser et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a vraiment, c'est vraiment important donc de changer d'approche en termes de gestion de la filière du déchet.
Donc au niveau de Sterilwave, en quelques mots, donc notre outil est le suivant. Donc on l'a fait et voulu vraiment très compact. On a pris en compte un petit peu les exigences des établissements qui disaient que les machines étaient trop encombrantes, nécessitaient de la main-d'œuvre trop spécialisée. Donc on a fait le choix donc de mettre au point donc un concept très compact et très réduit, qui permet donc dans une seule cuve, seulement dans la cuve, donc de réaliser le broyage et le traitement. Donc les déchets sont descendus des étages au travers de ce bac de collecte interne. Le bac donc est vidé. Donc simplement, l'opérateur a simplement à basculer à l'intérieur de la cuve le déchet. Donc dans un premier temps, le mécanisme va broyer le déchet d'activité de soins pendant 3 à 4 minutes. C'est une lame rotative qui va donc broyer les déchets de soins. Les déchets de soins, il y a des brises vortex qui vont permettre donc vraiment de s'exploser. Donc on va arriver à un broyage très très fin, très très sec. Et ensuite, donc, le micro-ondes va agir, ce qui va permettre donc la phase de désinfection du déchet d'activité de soins. Un cycle dure en moyenne 27 à 30 minutes. Et il y a 2 points forts qui se dégagent de nos cycles. Un, la réduction du poids. On arrive à une réduction du poids de 20 à 25-30% en fonction du type de déchet. Alors comment on arrive à cette réduction-là? C'est simplement qu'on monte en température à 100 degrés, ce qui nous permet donc de réduire le poids, ce qui est très intéressant puisque quand vous mettez par exemple 100 tonnes de dasserie dans un Sterilwave, au travers du mécanisme Sterilwave, vous allez en ressortir 75 à la fin écumulée. Donc ça permet déjà d'entrée de jeu de pouvoir apporter une réduction au niveau tarifaire, puisque non seulement on transforme le dasserie en DAOM, mais en plus on va donc réduire le poids. Au niveau du broyage, on obtient un broyat qui est très très fin, que certains comparent à de la ouate ou à un produit donc isolant. Bon là c'est des pelures, on les a transformées en pelures, mais on obtient un broyat qui est très très fin et qui va permettre justement d'étudier ensuite les pistes de valorisation que je vais vous présenter. Donc au niveau de la responsabilité minimisée, quand on fait le choix de traiter in situ ces déchets d'activité de soins, on se dégage de la responsabilité de confier en tant qu'établissement, on est responsable du début jusqu'à la fin de l'élimination de son déchet. Même si vous confiez vos déchets de soins à un transporteur, c'est vous, producteur, qui gardez cette responsabilité. Quand vous confiez, donc quand vous traitez le déchet d'activité de soins au sein de l'établissement, cette solution-là permet donc de maîtriser complètement du début jusqu'à la fin donc la chaîne de traitement. Au niveau de la performance, donc toutes les analyses qui ont été faites sur le système, parce que le matériel a été homologué, permet donc d'obtenir un niveau d'abattement du risque infectieux très important. On obtient un abattement de l'ordre de 8 logs de 10, qui est supérieur par rapport à la norme où on est plutôt à 5 logs. Donc on arrive à un niveau de désinfection très performant avec ce système. Au niveau donc des atouts, ils sont à plusieurs niveaux. Donc au niveau de la responsabilité, on maîtrise sa filière du début jusqu'à la fin du traitement. Au niveau de l'hygiène, alors c'est très important aussi de voir cette partie-là. Quand vous avez un outil pour traiter le déchet d'activité de soins au sein de l'établissement, vous n'avez pas un camion qui vient tous les jours collecter vos déchets avec des bacs qui viennent de l'incinérateur, avec donc la possibilité d'avoir des bactéries qui viennent d'autres établissements, ou tout ce brassage permanent de microbes et de bactéries. Quand vous traitez chez vous vos déchets d'activité de soins, vous avez que vos déchets sur votre établissement. Donc c'est vraiment en termes d'hygiène un intérêt vraiment tout particulier, et l'avantage de Sterilwave, c'est de pouvoir aller au plus près de la zone de production. Donc sur certains établissements, il y a de nombreux projets où on met les Sterilwave répartis, quand on est en zone pavillonnaire, répartis au plus près des points de production, pour permettre donc de gagner du temps en termes de transfert de déchets de soins en collecte interne, et puis surtout de réduire le risque infectieux au sein de l'établissement. Au niveau de la technicité et de la logistique, c'est complètement simple d'utilisation. Un cycle va durer de 27 à 30 minutes. En temps ETP, par cycle, il faut compter 3 minutes. L'opérateur a simplement à positionner son bac, à appuyer sur le basculeur pour le remplir dans la cuve, et il n'a rien d'autre à faire. Donc c'est vraiment très rapide. Et ça s'intègre parfaitement donc dans le schéma du cycle de la collecte interne de l'établissement. Au niveau des coûts, on gagne jusqu'à 40%, voire plus selon, donc ça peut être moins ou plus en fonction du prix, mais par rapport au prix moyen du marché, on va être à 40% de gains financiers pour l'établissement.
Donc il y a vraiment un intérêt tout particulier à étudier la solution donc de traiter sur place ces déchets de soins, sur le fait est donc de pouvoir supprimer le transport de ces déchets. Donc au niveau environnemental, les 3 atouts majeurs, bien entendu, plus de transport, pas de rejet d'effluents et donc la fameuse valorisation des broyats dont je vais vous parler maintenant. Alors le système permet bien entendu d'apporter tous les atouts nécessaires pour vous aider à gérer votre outil en permanence. Donc vous allez pouvoir peser tous vos déchets, ce qui va vous permettre de suivre toutes les productions au niveau de chacun des étages, au niveau de chacun des services de l'établissement. Vous allez pouvoir faire un suivi de la pesée des bacs. Vous allez être autonome également au niveau de la traçabilité, puisque toutes les données sont enregistrées sur chacun des cycles, ce qui vous permet de pouvoir suivre en permanence les ratios de production et puis également de voir si au niveau du tri des déchets, les services continuent à produire les mêmes typologies de déchets, les mêmes poids de fonctionnement. En termes d'installation, comme je vous disais, c'est un système qui est très simple, qui s'installe en une demi-journée. On a simplement besoin d'une prise électrique. Le local prend la place d'un local d'Asri standard. En termes de hauteur, il faut prévoir une hauteur de 3,50 m pour permettre le basculement du bac. Et la proximité, donc il faut prévoir au niveau de l'empreinte de SterilWave, donc être accessible facilement à l'élimination de vos déchets assimilables aux ordures ménagères et un accès facile par rapport au flux du déchet de collecte interne. Donc le local d'Asri de l'établissement convient parfaitement pour accueillir SterilWave rapidement dans l'établissement. Le procédé est complètement sécurisé. On avait entendu que tous les autres outils qui existent en termes de banalisation sont des mécanismes très encombrants. Nous-mêmes, nous avons 4 centres de traitement agréés sur toute la France. On utilise des systèmes de banalisation et on utilise des systèmes qui font plus de 15 mètres de long, 5-6 mètres de haut, du moins des systèmes qui sont très très encombrants et qui nécessitent des entrepôts importants. Et on comprend tout à fait quand les établissements nous ont dit non, on n'a pas pu s'équiper parce que effectivement les outils nécessitaient trop de technicité au niveau des opérateurs et nécessitaient trop de place au sein de l'établissement. Donc ce choix de faire une machine compacte 100% sécurisée pour pouvoir permettre finalement à l'établissement qu'un simple agent de collecte interne sans aucune qualification puisse utiliser donc cet outil. Aille collecter dans les étages les déchets d'activité de soins dans les bacs de collecte interne et viennent donc simplement vider ces bacs-là dans la machine sans aucune qualification ou organisation particulière. Donc c'était vraiment notre objectif dans la mise au point de cette machine et bien entendu nous y sommes arrivés. Donc au niveau de la valorisation des pièces métalliques. Donc, comme je vous l'ai dit, SterilWave permet de traiter les déchets d'activité de soins par broyage puis par désinfection par micro-ondes. On obtient donc un déchet qui est très sec et très fin. On a fait différentes analyses, différentes solutions pour essayer de valoriser ce fameux broyat, puisque quand tout le monde le voit, tout le monde me dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, c'est super, ça pourrait être… » Parce que le déchet de soins, on est tous d'accord, c'est des boîtes plastiques, c'est du métal, c'est du carton, c'est du papier, il est fait en fait de déchets qui sont complètement valorisables. Donc on a fait différentes analyses et tests. Avec SterilWave, on s'est dit pourquoi pas ne faire qu'un cycle de boîte à aiguilles. Pourquoi ne pas prendre toutes les boîtes à aiguilles dans l'établissement et faire des cycles que de boîtes à aiguilles? Quel résultat on obtiendrait? Le résultat, il est quand même très intéressant puisqu'on obtient donc beaucoup de plastique, puisque dans l'établissement, toutes les aiguilles sont conditionnées donc dans les fameuses boîtes. Même quand on est dans un hôpital, on utilise les fameuses boîtes à aiguilles. On obtient 15% de part verre. Donc le verre étant lié donc au flacon d'injection, souvent l'infirmière quand elle va faire son injection, elle va mettre le petit flacon injectable de traitement dans la petite boîte à aiguilles. On obtient des caoutchoucs. Alors ça c'est la catégorie qui nous embête un petit peu parce qu'au niveau du tri c'est pas simple. Donc le caoutchouc c'est souvent l'embout de l'aiguille qu'on va retrouver ou le petit caoutchouc qui est au niveau de la seringue injectable. Et la part qui est très intéressante c'est la partie inox et acier,
où on obtient donc 16% de métal revalorisable au niveau d'un cycle de boîte à aiguilles. Donc avec SterilWave, si nous faisons donc un cycle uniquement dédié qu'avec des boîtes à aiguilles dans l'établissement, on pourrait donc récupérer le broyat, le résultat donc de ce cycle, et donc le valoriser avec les ratios dont je vous ai parlé. Parce qu'il faut savoir que le cours de l'inox est quand même plutôt très intéressant. Et donc ça permet, en dehors donc d'un intérêt financier, d'avoir un gros impact environnemental au niveau de la politique environnementale donc de l'établissement. Enfin, au niveau des pièces métalliques, avec la banalisation, mais même quand on banalise pas, je vous parlais des pinces célioscopie, je vous parlais de la petite instrumentation. Tous ces outils-là, au jour d'aujourd'hui, sont valorisables. L'établissement a simplement à mettre en place, au sein de son organisation au niveau des protocoles, une désinfection de son instrumentation métallique, pour ensuite, donc, au lieu de la mettre dans une boîte, de mettre un ciseau dans une boîte à aiguilles ou de mettre la pince célioscopie qui est très haute dans un fût de 60 litres qui coûte affreusement cher. Il faut savoir qu'un fût va coûter 5 €, dans lequel on va mettre des pinces de célio parce qu'elles sont très hautes dans un bloc opératoire, alors qu'on peut décider donc de les désinfecter et de les mettre donc dans un emballage de ce type qui est assez haut également et qui lui donc sera utilisé pour être valorisé derrière et donc réduire la facture au niveau du DASRI. Donc ce sont des pistes actuellement que nous sommes en train de mettre en place avec certains établissements pour permettre donc toute cette réduction et financière et gain environnemental dans l'établissement. Donc on a donc 3 sources importantes à développer: la source des pièces métalliques issues du bloc opératoire, toutes les grosses pièces métalliques, la prise en charge de la petite instrumentation et la possibilité donc d'aller jusqu'à la valorisation donc des boîtes à aiguilles dans un établissement qui permettra donc d'aller jusqu'au bout de la filière partie métal. Donc au niveau des broyats, une fois qu'on s'est occupé donc de tout ce qui est pièces métalliques dans nos déchets d'activité de soins, il reste tout le reste de déchets de soins. Donc les blouses, tout ce qu'on n'a pas pu valoriser au niveau des métals, tous les autres déchets, les poches plastiques, du moins tout ce qu'on peut imaginer en déchets d'activité de soins dans un établissement. Et donc là, on s'est orienté vers la technologie de la pyrolyse pour pouvoir voir quelle solution nous pourrions obtenir avec ce procédé donc qui permet sous une atmosphère inerte de traiter donc les déchets en tant que combustible de substitution. Donc les résultats que je vous présente là sont des résultats qui sont tout frais puisqu'on a mené cette étude de faisabilité il y a quelques semames avec un partenaire industriel. Et nous avons obtenu donc avec un test de 10 kg de DASRI, c'est un tout petite unité, une toute petite pyrolyse, nous avons obtenu la répartition suivante. Donc en mettant donc le déchet à 800 degrés pendant 20 minutes sur ce système-là, nous avons obtenu donc la production de 69% de syngas, très peu d'huile pyrolytique, et enfin donc des résidus solides qui sont des charbons en fait, à hauteur de 29%. Donc il faut savoir que cette répartition-là fait rêver tout le monde. Parce qu'en fait, cette valorisation énergétique permet donc de voir 2 choses. C'est que quand on fait les mêmes expériences avec des déchets standards, basiques, d'ordures ménagères, on obtient des résultats 2 fois inférieurs. Donc, ce qui veut dire que le broyat de DASRI est 2 fois plus riche en termes de valorisation énergétique qu'un broyat d'ordures ménagères. Donc au niveau des établissements, le déchet issu donc de banalisation de DASRI sera très recherché dans les années à venir par les unités de production de combustibles de substitution. Et donc avec l'échantillon de DASRI, on a pu donc mesurer un pouvoir calorifique de 38 mégajoules par mètre cube, ce qui correspond en fait au pouvoir calorifique d'un gaz naturel.
Donc on parle tous de gaz naturel pour véhicules, pour le transport. La mairie de Paris notamment, souvent au niveau des informations, on entend non, 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 on doit plus mettre de camions poids lourds et de camions diesel sur la route. Donc il y a énormément de projets qui se mettent en place à l'heure actuelle pour produire du gaz naturel autour de Paris de façon à ce que les véhicules puissent rentrer avec une solution de gaz naturel pour véhicules. Et donc le DASRI permettrait d'être une très très bonne matière première et sera donc une matière première très recherchée si on venait donc à aller jusqu'à cette valorisation-là, puisqu'on obtient donc le même pouvoir calorifique que ce fameux gaz naturel pour véhicules. Donc ça laisse entrevoir énormément de solutions. Et ce fameux PCI, ce pouvoir calorifique, on pourrait également comparer en mégawatts. Alors là, il y a une petite coquille, je vais le corriger, du moins dans la diffusion du support, c'est 9 mégawatts, c'était vraiment très prétentieux. C'est plutôt 2 mégawatts par tonne de DASRI, ce qui est quand même énorme. Donc, pour vous donner un élément comparatif, Sterilwave consomme 13 kWh par heure. Et donc là, en fait, par tonne de DASRI, on arriverait à produire 2 mégawattheures d'énergie électrique, ce qui est complètement considérable. Donc, autrement dit, ça change complètement la donne du déchet d'activité de soins, puisque avec toutes ces pistes et perspectives de valorisation, le DASRI qui aujourd'hui coûte affreusement cher à tous nos établissements en France pourrait être source peut-être même un jour de revenus pour l'établissement, puisque c'est un déchet qui est très riche en énergie. Donc, et c'est pour ça que c'était très important, comme vous a précisé Dr Schinazi au tout début, que la réglementation puisse s'ouvrir et puisse nous autoriser toutes ces pistes de recherche pour qu'on puisse arriver à ces différentes solutions de valorisation. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie valorisation et énergie ? Alors, il y a une bonne nouvelle aussi, je vous en ai pas parlé là, c'est au niveau des gaz. Donc finalement, le broyat DASRI se transforme complètement en grande partie en gaz. L'huile, on pourrait imaginer aller jusqu'au bout et la retransformer également en gaz. Et notre grande crainte, c'était le chlore. Parce que tout le monde dit, depuis le début, on nous dit « Ah mais non, mais ça sert à rien de vouloir valoriser le DASRI, il y a trop de chlore, les cimentiers, ils en veulent pas parce qu'il y a trop de chlore et ça nuit au fonctionnement des fours. » Et donc là, sur l'expérience qu'on a fait, il ne faut pas en tirer une généralité, mais la quasi-totalité du chlore a été piégée dans le charbon qu'on a obtenu, que vous avez en photo qui est là. Et donc, ce qui est une très bonne nouvelle, puisqu'en fait, du coup, on a à 100% isolé la problématique du chlore, qui était vraiment une problématique au niveau de la gestion du broyat. Donc, en photo, vous voyez le charbon obtenu, le pétrole, du moins l'huile pyrolytique qui a été obtenue avec notre échantillon de DASRI, et les pelures donc de DASRI qui ont été utilisées pour effectuer ce test sur l'analyse que nous avons faite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation ? Bon. Non, je voulais me permettre d'ajouter à ce que vous venez de dire que, en fin de compte, depuis le temps, puisque j'ai cité tout à l'heure l'origine de ces appareils de pré-traitement et ces banaliseurs en France depuis les années 90, en fait, on arrive dans ces années toutes récentes à la notion de valorisation. Jusqu'à présent, on demandait que les déchets issus du pré-traitement partent en ordures ménagères, puisque c'est des déchets non dangereux, assimilables à des ordures ménagères. Et donc, je pense que le dernier avis du Haut Conseil de santé publique donne une ouverture très intéressante sur la possibilité, du fait de la sécurisation de ces appareils et des normes dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ça permet d'avoir une ouverture vers la valorisation, comme vous l'avez dit, valorisation matière, valorisation énergétique de ces déchets issus du pré-traitement. Et donc, j'allais dire, ça donne une seconde vie, finalement, à ces DASRI, et ne pas uniquement les incinérer comme on le fait aujourd'hui, où on perd finalement tout le bénéfice de ces déchets
d'activité de soins. Et donc le pré-traitement ouvre des pistes et des voies très intéressantes en matière de valorisation, et je pense que les travaux que vous avez présentés et des solutions innovantes aussi que vous avez présentées, eh bien donnent des possibilités pour l'avenir par rapport donc à ce devenir. Et l'idée toujours sous-jacente, c'est de ne traiter en finale que des déchets ultimes, c'est-à-dire valoriser au maximum ces déchets issus du pré-traitement pour finalement ne traiter en définitive que les déchets ultimes. Et je crois que c'est une ouverture intéressante, mais j'allais dire intéressante, mais toute récente, car jusqu'à présent, le ministère de la Santé était assez réticent sur cette notion de valorisation. Et je pense là qu'il y a aujourd'hui, comme vous l'avez pu le constater, une certaine ouverture, une certaine possibilité de valoriser ces déchets issus du pré-traitement, et ce qui en fait tout l'intérêt, en fait. Et le déchet n'est plus quelque chose que l'on incinère directement sans se poser de questions. Aujourd'hui, on voit qu'il y a autre chose qui peut arriver. Merci docteur. Effectivement, il y a 20 ans, on était très loin de s'imaginer de pouvoir associer le mot valorisation et déchets d'activité de soins à risque infectieux. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. On est présent sur le stand du village durable, développement durable, qui est pas très loin par là. Donc n'hésitez vraiment pas du tout à venir nous voir pour qu'on puisse échanger, vous accompagner dans votre réflexion. On mène énormément d'audits, d'accompagnement des établissements, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez quelconque question. Je vous remercie.